Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous. C'est aussi une grande joie que de retrouver ma collègue Catherine Egault. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Alors Catherine, cette semaine à Confluent, on reçoit le pédiatre Samir Shaheen-Hussein. Alors Catherine, qui est le docteur Shaheen-Hussein? Samir Shaheen-Hussein est pédiatre urgentiste et professeur adjoint à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université McGill à Tiohtià:ke, Montréal, au Québec. Il est également l'auteur de l'ouvrage « Plus aucun enfant autochtone arraché pour en finir avec le colonialisme médical canadien », livre initialement publié en anglais et paru en français chez Lux Éditeur en 2021 dans une traduction de Nicolas Calvé. Préfacé par Cindy Blackstock, membre de la nation Gitxsan et directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, et accompagné d'une postface signée par Katsitsakwas, Hélène Gabriel, militante et artiste Kanien'kehá:ka. Cet ouvrage a été récompensé de 2 prix de la Quebec Writers Federation en 2021. Véritable enquête sur le rôle de l'establishment médical dans le déracinement, la colonisation et le génocide des peuples autochtones, ce livre porte une attention particulière à la pratique qui interdisait l'accompagnement parental lors d'évacuation d'enfants par avion pour des raisons médicales, pratique qui affectait de façon disproportionnée les peuples autochtones et qui a été dénoncée dans le cadre de la campagne « Tiens ma main » que le docteur Shaheen-Hussein a lancée avec d'autres travailleurs et travailleuses du réseau de la santé en janvier 2018. Le docteur Shaheen-Hussein a grandi sur la rive sud de Montréal. Ses parents ont immigré d'Asie du Sud dans les années 70. Il est également engagé dans le collectif Soignons la justice sociale. Écoutons le pédiatre urgentiste et auteur Samir Shaheen-Hussein, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Docteur Samir Shaheen-Hussein, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Shaheen-Hussein, dans votre ouvrage intitulé « Plus aucun enfant autochtone arraché pour en finir avec le colonialisme médical canadien », vous revenez notamment sur la campagne « Tiens ma main », une campagne lancée par des membres du personnel de la santé, dont vous-même, en janvier 2018. Cette campagne dénonçait une pratique qui affectait de manière disproportionnée les communautés autochtones éloignées des grands centres. Samir, en quoi consistait cette pratique que vous avez, avec d'autres, dénoncée? En 1981, le gouvernement du Québec a confié à l'EVAC, EVAC c'est Évacuation aéromédicale du Québec, qui était un organisme constitué de médecins rattachés à l'hôpital de l'Enfance Jésus de Québec, le mandat d'offrir un service de transport sanitaire aérien partout au Québec. Et puis, depuis ce temps-là, EVAC a ajouté plusieurs avions à sa flotte, dont une navette aérienne et un avion hôpital. Dès sa création, en fait, EVAC ne permettait pas aux patients, quel que soit leur âge, d'être accompagnés par un membre de leur famille dans leurs avions. Cette cette interdiction, en fait, n'a jamais été fondée sur une politique officielle écrite. La pratique établie de longue date était tout simplement devenue la norme au fil des années. Les raisons que EVAC a données pour justifier cette pratique-là, c'était des raisons des fois de sécurité, d'efficacité, ainsi que pour assurer la disponibilité de l'avion pour toute autre demande urgente, parce que ces avions hôpitaux avaient une capacité de transférer plus d'un patient à la fois. Puis au fil des ans, on a aussi évoqué des limites d'espace, des problèmes de confidentialité, de respect de la vie privée, comme étant des enjeux. Mm-hmm. Depuis 2005, c'est important à retenir que EVAC a commencé à permettre l'accompagnement parental, mais seulement sur son service de navette aérienne et dans certaines circonstances. Mais c'est devenu plus systématique depuis 2012. Ceci étant dit, l'accompagnement était systématiquement refusé lors des évacuations par avion-hôpital, le Challenger, jusqu'au lancement de la campagne en 2018. C'est important de souligner que cette pratique de non-accompagnement sur avion-hôpital était mise en place de façon systématique à travers la province du Québec. Cependant,
les régions éloignées comme la Côte-Nord, la Gaspésie et les îles de Madeleine bénéficiaient d'une double couverture, c'est-à-dire d'un avion hôpital et d'une navette aérienne presque tous les jours de la semaine. Et donc, c'est une des raisons qui explique en fait pourquoi les Inuits de Nunavik étaient impactés de façon disproportionnée par cette pratique, parce que là-bas, il n'y avait pas de navette aérienne où les parents pourraient accompagner leurs enfants. Donc, en fin de compte, ce qu'on voit, c'est que les enfants, pour revenir à l'enjeu des enfants comme tel, les enfants étaient traumatisés. Beaucoup de ces enfants n'avaient jamais pris l'avion et la plupart, évidemment, ne connaissaient pas les membres du personnel de santé de l'EVAC ou de l'hôpital à Montréal ou à Québec où ils arrivaient. Et donc, ces enfants-là étaient entourés de visages inconnus, souvent parlant une langue étrangère. Puis personne n'était là pour expliquer ce qui se passait, pour les consoler dans une langue qu'ils comprennent, pour les réconforter. Puis pour les parents aussi, c'était très angoissant parce que ces parents-là étaient rongés par l'inquiétude et la peur. Oui. Et tout ça, c'était aussi probablement ou certainement exacerbé par le souvenir des séparations familiales que le colonialisme a imposées pendant des décennies aux collectivités autochtones et dont le système des pensionnats et des services de protection de l'enfance offre de tristes exemples, en fait. Donc, les parents souvent arrivaient une journée, voire deux, après l'enfant par un vol commercial, si je comprends bien. Ils devaient trouver un vol commercial pour se rendre auprès de leur enfant, là. Exactement, ce qui n'était pas toujours évident aussi, parce qu'avec le météo, des fois, on avait des vols qui étaient reportés, des vols pleins. Samir Shaheen-Hussein, comment avez-vous pris connaissance de cette pratique et de ses impacts sur les enfants et sur les familles autochtones aussi? Moi, c'était 2 exemples de l'été de 2017, en fait, qui m'ont vraiment secoué. Moi, je travaillais comme pédiatre urgentiste au traitement de 2 enfants inuits qui étaient transférés seuls du Nunavik à l'hôpital de Montréal pour enfants par l'EVAC cet été-là. Le premier d'entre eux était un enfant d'âge préscolaire. Ce matin-là, en tombant d'un véhicule tout-terrain, un VTT, il avait subi des blessures à l'abdomen et à la tête. Puis, notre équipe d'une dizaine de personnes s'est vite mobilisée pour évaluer la gravité de ses blessures, parce que moi, j'étais le responsable des cas graves à l'urgence ce jour-là. Ce qu'on a vite constaté, c'est que les possibilités de communication avec l'enfant étaient limitées parce qu'il parlait pas, il parlait que l'Inuktitut, et aucun membre du personnel ne parlait cette langue, et les services d'interprétation n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Donc, c'est assez difficile. Et puis, quelques semaines plus tard, il y avait une fillette d'âge scolaire qui a été transférée du Nunavik encore pendant que je travaillais à l'urgence. Puis elle avait avalé une pièce de monnaie et celle-ci s'était logée dans son œsophage. Et donc, quand moi je suis arrivé à son chevet pour me présenter, elle était seule et ne disait pas un mot. J'ai présumé qu'elle ne parlait qu'Inuktitut et que sa connaissance de l'anglais était très limitée. Puis quelques minutes plus tard, elle était encore silencieuse, mais des larmes coulaient doucement sur ses joues. Donc, cette situation-là était assez crève-cœur. Mais à vrai dire, pendant ma formation de résident et mes quelques 10 années de travail d'urgentologue en pédiatrie, j'ai moi-même soigné facilement des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont été transférés seuls. Et la plupart d'entre eux étaient des Ious, c'est-à-dire des Cris ou des Inuits du nord du Québec. À l'hôpital de Montréal pour enfants, on a certainement traité des centaines et des centaines de jeunes qui auraient subi les conséquences de cette pratique que nous avions fini éventuellement par considérer comme étant, en guillemets, normal. Et donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était bouleversant de voir des enfants transférés seuls, mais moi, je suis resté hanté par mon expérience l'été 2017, et puis celle-ci m'a forcé à remettre en question la normalisation de la pratique. C'est-à-dire, il ne devrait jamais être normal d'infliger des traumatismes émotionnels et psychologiques à des enfants. Oui. Et par extension aux parents. Exactement. Oui. Et donc, en fait, souvent, je te raconte une histoire d'un collègue de l'urgence qui avait entendu parler de l'enfant blessé dans un accident de VTT. Il m'aurait écrit par courriel quelques jours après, juste pour savoir comment c'est passé avec l'enfant. Puis l'enfant, il était correct en fin de compte. Mais lorsque moi, je lui ai fait part de mon exaspération de voir un jeune enfant transféré à des centaines de kilomètres de chez lui sans personne pour s'occuper de lui, il m'a donné une réponse succincte, mais d'une justesse désarmante. Il a dit, malheureusement, la cause fondamentale du problème, c'est le racisme systémique. Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas perçu cet enjeu d'un tel angle. Mais en fin de compte, il avait complètement raison. C'est ce qui va vous amener à mettre en place la campagne Tiens ma main. Elle est lancée, cette campagne, en janvier 2018 et elle va entraîner une forte mobilisation, notamment dans le milieu médical. Qu'est-ce que vous retenez de cette campagne 4 ans après son déroulement?
Ouais, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire qu'il y a des éléments, disons, positifs et d'autres plus négatifs. Donc, les deux éléments qui m'ont conduit, qui m'ont motivé à écrire le livre, c'était des éléments plus négatifs, malheureusement. Mais c'était, premièrement, le refus catégorique du gouvernement pour dire qu'on va changer les choses. Donc, initialement, quand la campagne est sortie le 24 janvier 2018, la réponse initiale, c'était qu'on n'a pas de plan de changer les choses. Ça, évidemment, ça a changé quelques semaines plus tard avec la forte mobilisation. Mais ça, c'était quand même décevant. Et puis, à ce moment-là, c'était le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui était au pouvoir. Puis, comme j'en parle d'ailleurs dans le livre, en juin 2018, il aurait véhiculé des propos racistes, anti-autochtones dans le cadre de la campagne, en fait. Puis, il a pu faire ses propos en toute impunité. C'est-à-dire, il y avait des revendications de la part des communautés autochtones, des politiciens autochtones, des leaders autochtones pour sa démission. Puis, en fin de compte, il a pu rester en place jusqu'en octobre 2018 avec l'élection de la CAQ. Donc, ça, je trouvais que ça devait être dénoncé. Puis, l'autre élément négatif, c'était que même après que la Coalition Avenir du Québec est venue au pouvoir, elle continuait de refuser de reconnaître le racisme systémique. Et donc, ces deux éléments-là, pour moi, en dépit du fait que si la campagne a montré quelque chose, c'était la façon dont le racisme systémique peut se manifester. Mm-hmm. Donc, ces deux éléments-là, c'était vraiment décevant, voire choquant. Mais il y avait aussi des éléments qui étaient plus porteurs d'espoir. Donc, durant la campagne, je pense que l'élément qu'il faut souligner absolument, c'était la contribution des familles autochtones. Donc, il y avait plusieurs familles qui ont subi, durant la campagne, durant la période où la campagne était active, qui avaient subi cette pratique-là et qui ont pris la parole publiquement pour la dénoncer. Et donc, ça, c'était vraiment, vraiment pertinent parce que ça a donné un genre d'urgence à la campagne, mais aussi ça a donné un tout autre niveau d'humanisation, disons, de la campagne aussi. Mm-hmm. Et puis, les autres éléments, je pense, que j'ai retenus de la campagne, c'est que souvent les gens disent « Ah, tu sais, c'était vraiment une campagne qui était forte, qui a vraiment changé la donne ». Mais j'essaie toujours de contextualiser en disant que c'est en fait le travail de décolonisation effectué antérieurement par des mouvements d'autodétermination et de résurgence autochtone qui a joué en fait un rôle déterminant dans le succès de la campagne. L'autre élément, c'est la solidarité. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment, vraiment, ça fait très chaud au cœur de voir des gens qui étaient autochtones d'autres communautés ou pas autochtones du tout, c'est-à-dire des colons, des non-autochtones, qui ont sorti pour soutenir la campagne. Et donc ça, c'était vraiment, ça a témoigné vraiment fortement de la puissance de la solidarité. Et la dernière chose, je pense, que j'ai retenue de la campagne, c'est que de notre côté, notre message n'avait pas dévié de l'injustice infligée aux collectivités autochtones du Nord, c'est-à-dire enracinées dans l'histoire du colonialisme médical. Mais nous n'avions jamais cessé d'exiger l'abolition de la règle de non-accompagnement pour tous les enfants à travers le Québec. Et donc, la campagne a permis d'améliorer la situation de toutes les populations touchées par la pratique, autochtones ou non. Mm-hmm. Et je pense que c'est très, très pertinent parce que ça démontre en fait comment la décolonisation devrait se faire en fait dans l'intérêt de tout le monde. Docteur Samir Shaheen-Hussein, en quoi cette règle de non-accompagnement des enfants, qui ne perdurait qu'au Québec, précisons-le, constituait un exemple de colonialisme médical? En fait, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le colonialisme médical? Pour répondre à la première question, juste pour être vraiment clair, vu qu'il n'y avait jamais eu une politique formelle écrite, en fait, même l'EVAC n'a jamais pu nous offrir ça. De notre côté, on n'a aucune preuve que la pratique de non-accompagnement avait l'intention initiale de cibler que les enfants autochtones du nord du Québec. Mais c'est certain que ces collectivités étaient impactées de façon disproportionnée au fil des ans. Et moi, dans le livre, je fais l'argument que cette pratique est devenue
un exemple de colonialisme médical après les maintes fois que les efforts pour changer la pratique, souvent menés par les communautés autochtones elles-mêmes, ont été rejetés ou carrément ignorés par l'Évac et le gouvernement du Québec depuis les années 90, notamment pendant que, comme vous avez dit, en fait, que l'accompagnement parental devenait favorisé dans d'autres provinces et dans la littérature médicale. Pour ce qui en est de la définition du colonialisme médical, dans le livre, je le propose comme étant une culture ou une idéologie enracinée dans un racisme anti-autochtone systémique et faisant appel à des pratiques et à des politiques médicales pour établir, maintenir ou faire avancer un projet colonial génocidaire. Et en effet, dans mon exposé, j'utilise la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 et mise en vigueur en 1951. De mon côté, je considère dans le livre les enfants autochtones comme un groupe distinct, simplement afin de montrer que l'establishment médical a activement participé avec l'autorisation ou la collaboration des gouvernements provinciaux et fédéraux à un génocide contre les peuples autochtones au Canada. En prenant donc comme étude de cas la pratique draconienne des évacuations aéromédicales au Québec, le livre, en fait, essaie d'exposer les crimes génocidaires perpétrés contre les enfants par le système de santé au Canada, avec des médecins souvent menant la charge. Donc, on parle des épidémies de variole fomentée, les morts évitables causées par la tuberculose, les expérimentations médicales, les mauvais traitements infligés dans les pensionnats et les hôpitaux indiens, les stérilisations forcées, les enlèvements et les disparitions dans le système de soins. Donc, ça jette un regard assez critique sur l'establishment médical. J'imagine que ça doit faire réagir certains de vos pairs. C'est sûr, mais je dois avouer qu'il y a quand même eu une réaction d'ouverture que peut-être que j'avais pas anticipée. Mm-hmm. Puis je suis sûr que si ça a été publié en 2019 ou 2018, je suis pas sûr que ça aurait eu le même effet. Mais avec la pandémie, avec le meurtre de George Floyd, avec le décès de Joyce Echaquan, et puis plus récemment avec la reconnaissance qu'il y a eu de ces enfants qui étaient enterrés dans les terres des pensionnats ce printemps, je pense qu'il y a eu vraiment un changement du terrain politique et social parce que les gens maintenant, je pense, veulent comprendre, y compris dans le système de santé. Donc, en fait, la grande majorité des demandes que j'ai eues, ça vient pour faire des présentations, ça vient du système de santé. Oui. Donc, je pense que c'est important à souligner quand même. C'est qu'il y a une ouverture, c'est ça. Mm-hmm. Et Samir Shaheen-Hussein, en quoi historiquement le colonialisme médical a-t-il affecté plus particulièrement les enfants autochtones? Je pense que je devrais aussi clarifier qu'en accent mon propos sur les enfants dans le livre, je ne cherche pas à minimiser ou à taire les souffrances infligées aux adultes et aux aînés par les interventions coloniales de l'establishment médical dans les collectivités autochtones. Donc, les exemples, en fait, rendent compte de nombreuses situations illustrant les préjudices causés aux enfants autochtones par le colonialisme médical, le rôle actif de l'establishment médical et des médecins qui ont souvent mené la charge dans ce projet colonial génocidaire et l'impunité qui a permis à de telles injustices de persister sous diverses formes jusqu'à nos jours. Et c'est ce contexte déterminant qui est devenu le pivot de la campagne Tiens ma main. Donc, il offre en fait un cadre général à qui souhaite comprendre la violence d'une pratique qui consistait à séparer systématiquement les parents et tuteurs autochtones de leurs enfants ayant besoin des soins médicaux d'urgence. Mais une des raisons, évidemment, moi je suis pédiatre, une des raisons qui m'a motivé vraiment d'essayer de démontrer ça, c'est que comme pédiatre, je pensais que c'était pertinent de parler de la violence infligée envers les enfants autochtones parce que ça vient un peu de notre historique comme médecin. Et je pense que c'est important qu'on en parle parce qu'on n'apprend pas de ça dans l'école de médecine ou dans la résidence en pédiatrie, du moins pas pour l'instant. Puis il faut absolument qu'on commence à en parler parce que ça a des effets pour les enfants et les familles qui souhaitent être soignés par le système médical. Et le colonialisme médical a évidemment aussi affecté des adultes autochtones. Vous venez de l'évoquer. Le décès de Joyce Echaquan n'est que le dernier maillon d'une longue chaîne, d'une longue histoire coloniale. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples qui nous permettraient de mieux saisir comment s'est déployé et se déploie toujours le colonialisme médical au Canada? On peut aborder le sujet à plusieurs égards. Donc, on peut l'aborder à travers, par exemple, les questions, disons, de longévité de vie. Hein? Donc, quand on parle au Canada, on sait, par exemple, que la mortalité infantile des Inuits est près de 3 fois plus élevée que celui des
nourrissons non autochtones. Le taux de mortalité des jeunes de 10 à 19 ans ayant le statut d'autochtone est au moins 2 fois plus élevé que la moyenne canadienne. Puis chez les filles autochtones âgées de 15 à 19 ans vivant dans les réserves, ce taux est presque 5 fois plus élevé. On sait, ces statistiques sont là, on ne peut pas les nier. Donc ça, c'est juste dans le contexte de la longévité de vie de beaucoup de communautés et des nations autochtones. Mais quand on parle des soins cliniques, il y a tout un autre volet, c'est-à-dire que on sait, il y a des études qui le démontrent que les peuples autochtones ont souvent peur d'aller à l'hôpital, d'aller à la clinique pour recevoir des soins de santé, précisément parce que ce qui est arrivé à Joyce Echaquan, par exemple. Avant elle, il y avait d'autres cas. Il y avait le cas, par exemple, de Kimberly Gload, qui était une femme autochtone, Mi'kmaq, qui vivait à Montréal, qui est venue à un hôpital, à l'urgence d'un hôpital de Montréal, et puis qui a été refusée pour les soins de facto parce qu'elle n'avait pas sa carte médicale sur elle. Et quelques semaines plus tard, elle est décédée chez elle d'une cirrhose du foie. Plus à l'ouest, il y a l'histoire de Brian Sinclair qui a fait les manchettes en 2008, si je me souviens bien. C'était un homme autochtone qui était en chaise roulante et qui s'est présenté parce qu'il se sentait pas bien. En fin de compte, il avait une infection urinaire, mais on pensait qu'il avait bu de l'alcool et qu'il était saoul, et donc on l'a laissé attendre dans la salle d'attente dans un hôpital à Winnipeg pour 34 heures. Puis en fin de compte, il est décédé dans la salle d'attente. C'est juste après qu'on a su en fait qu'il était pas saoul, il avait une infection qui s'est rendue jusque dans son sang. Puis c'est important aussi à souligner que même s'il était saoul, il n'y a pas de justification pour qu'on ignore quelqu'un qui a besoin de soins. Tous ces exemples sont un peu en guillemets le tip of the iceberg qui donnent un aperçu de la réalité pour les communautés à fait pour les soins de santé. Puis en pédiatrie, on voit ça aussi. On voit qu'il y a des études qui démontrent que quand on parle de la triage, par exemple, à l'urgence, quand les enfants autochtones ou les enfants noirs se présentent, leur sévérité va être minimisée comparée à les enfants blancs, par exemple. Donc, jusqu'à temps que toutes ces choses-là ne vont pas changer, malheureusement, on risque de continuer de perpétuer en fait le colonialisme médical. Dr Shaheen Hussein, à quoi ressemblerait un système de santé décolonisé? Je vous permets de rêver. Oui, donc ça c'est très important. Moi, je l'explique souvent en 3 volets. Donc, le premier, puis c'est un peu comme passé, présent, futur, disons. Côté passé, c'est important, et puis je le dis dans le livre, on ne peut pas avoir de réconciliation sans réparation et restitution. Et ça, c'est aussi le cas dans le système médical. Donc, je pense que c'est important d'écouter ces collectivités qui ont subi les impacts du colonialisme médical et répondre à leur appel pour réparer les torts qui ont été causés. Le deuxième, c'est dans le présent, il faut vraiment proactivement décoloniser les soins. Puis ce que ça veut dire, pour donner un exemple tangible au Québec, ça serait d'adopter le principe de Joyce. Un des éléments du principe de Joyce, ça parle de la sécurisation culturelle. Et si on pouvait adopter la sécurisation culturelle, si on enseignait ça comme il faut, en prenant acte de l'historique de sécurisation culturelle, parce qu'il faut souligner que c'était un concept développé par les infirmières maoris. Si on adopte la sécurisation culturelle, ça risque de changer la donne des soins de santé pour non seulement les Autochtones, mais un peu comme avec la campagne Tiens ma main, ça risque de changer la donne pour tout le monde, en fait, parce que les soins de santé vont être tellement plus dignes qu'ils le sont maintenant. Puis, le troisième volet, si on parle un peu du futur, c'est de respecter l'autodétermination, l'autonomie et la souveraineté des peuples autochtones pour que les peuples autochtones peuvent décider pour eux-mêmes. Ça veut dire quoi la santé, ça veut dire quoi les soins de la santé. On voit ça, par exemple, dans le contexte de la protection de la jeunesse, où il y a plusieurs communautés qui reprennent contrôle
de ces services-là. Et à mon avis, ça ne devrait pas tarder aussi pour les soins de santé. Donc voilà, donc ça c'est les 3 volets, à mon avis. Je dis à mon avis, mais c'est informé par des conversations, par des écrits, par le militantisme des communautés autochtones au Québec et au Canada depuis des années, des décennies même. Je me permets de revenir sur une citation que vous reprenez dans votre livre, Samir Chahine-Hussein, une citation du sénateur Murray Sinclair, qui parle du racisme systémique. J'ai trouvé que c'était probablement la meilleure définition du racisme systémique, en tout cas une image très éclairante. Je vous laisse nous la présenter. Murray Sinclair, juste pour contextualiser, c'était un ancien sénateur, ancien juge, qui a aussi, qui est Anishinaabe, qui a aussi présidé la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Puis lui, il dit que le racisme systémique est le racisme qui reste après qu'on s'est débarrassé des racistes. Et je pense que c'est très, très, très pertinent. Lui, il donne l'exemple du système judiciaire. Donc, il dit qu'une fois qu'on est débarrassé des racistes dans le système judiciaire, celui-ci continuera de faire preuve de racisme parce qu'il suit certains processus, règles, procédures, lignes directrices, précédents et lois qui sont par nature discriminatoires et racistes parce qu'ils viennent d'une histoire de la common law, qui viennent d'une autre culture, d'une autre façon de penser. Et donc, fin de citation. Et puis, c'est très pertinent aussi dans les soins de santé parce que comme on voit avec la pratique de non-accompagnement, c'était même pas forcément une pratique qui visait, comme j'ai dit plus tôt, qui ciblait intentionnellement, initialement les communautés autochtones, mais c'est ce qui est arrivé de facto sur le terrain après plusieurs années. Et le seul bémol, cependant, avec la définition proposée ou l'explication proposée de Murray Sinclair, c'est pour dire que oui, c'est sûr que ça rentre dans la culture, ça rentre dans les lois, dans les pratiques, dans les politiques, mais c'est aussi important de garder en tête que les personnes qui ont du pouvoir, les personnes en particulier en politique, par exemple, peuvent avoir un rôle très, très pertinent, très important à jouer pour façonner le racisme systémique. Donc, quand on a vu les propos qui ont été faits par l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, une personne qui est médecin, radiologiste lui-même, qui est à la tête du ministère de la Santé, ça a des effets très, très graves. Donc, c'est sûr que ça parle d'une culture, mais il ne faut pas minimiser le rôle que des individus avec le pouvoir peuvent jouer là-dedans aussi. Docteur Samir Chahine-Hussein, un grand merci pour cette entrevue. Vraiment, merci Samir. Ça a été un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. C'était donc le pédiatre urgentiste Samir Chahine-Hussein. Notre invité nous parlait de son livre « Plus aucun enfant autochtone arraché » pour en finir avec le colonialisme médical canadien, paru en 2021 chez Lux Éditeur. Merci au Dr Chahine-Hussein pour cette entrevue. Merci également à Daniel Fortin à la mise en onde. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les peuples autochtones. Merci Mathieu Lavigne. Merci Catherine Ego. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.